Alors que les manifestations se multiplient depuis samedi au Nigeria, la présence croissante de drapeaux russes parmi les banderoles contre le gouvernement suscite de plus en plus d'inquiétudes. À plusieurs milliers de kilomètres de là, le tribunal de Conakry a reconnu mercredi 31 juillet Moussa Dadis Camara coupable de crimes contre l'humanité. L'ex-chef militaire au pouvoir en Guinée était poursuivi dans le cadre du massacre du 28 septembre 2009 en Guinée. Du côté du Sénégal, le premier ministre sénégalais Ousmane Sonko a exprimé son indignation suite à la décision de la France d'honorer la mémoire de 6 tirailleurs sénégalais exécutés avec des dizaines d'autres par l'armée coloniale française en 1944. Je vous en dis plus dans cette nouvelle compilation d'actualités sur l'Afrique. Lundi, des Nigérians ont envahi les rues de Lagos pour poursuivre leurs manifestations contre les difficultés économiques, malgré l'appel du président Tinubu à cesser les protestations. Ces manifestations, surnommées Jours de colère, visent principalement à dénoncer la crise du coût de la vie la plus sévère que le Nigeria ait connue depuis des décennies, ainsi que la mauvaise gestion et la corruption dans ce pays, le plus peuplé d'Afrique et un grand producteur de pétrole. Les énormes salaires des responsables contrastent fortement avec la pauvreté et la faim croissante. Les manifestants se sont aussi inspirés des jeunes Kenyans qui ont protesté le mois dernier contre une augmentation fiscale prévue. Les deux mouvements expriment ainsi leur mécontentement envers des gouvernements qui ne répondent pas aux attentes qu'ils avaient suscitées. Le président nigérian Bola Ahmed Tinubu a exhorté les Nigérians descendus dans la rue pour protester contre la mauvaise gouvernance à suspendre les manifestations et à créer un espace de dialogue. Cet appel, diffusé à la télévision nationale le dimanche 4 août 2024, n'a pas été bien reçu par les manifestants, comme l'ont rapporté plusieurs médias africains. Pour rappel, ces manifestations ont été déclenchées par la suppression controversée de la subvention sur le carburant par Tinubu en mai 2023, plongeant ainsi de nombreux Nigérians dans une situation économique précaire due à une inflation record depuis 3 décennies. Deji Adeyenju, activiste et avocat, a critiqué le discours de Tinubu, le qualifiant de discours de campagne qui n'a pas répondu aux préoccupations des manifestants. Le président n'a pas abordé les questions liées à la lutte contre la faim dans le pays, a-t-il déclaré, ajoutant que la simple volonté de dialoguer ne suffit pas. Un des manifestants a expliqué que, même si la question du dialogue a été évoquée, le gouvernement semble oublier que les manifestations elles-mêmes sont une forme de dialogue avec le peuple. Malgré l'appel au calme du président, les manifestations se sont poursuivies et ont tourné à la violence dans certaines régions, faisant des morts dans les états de Borno, Jigawa, Kano, Kaduna, entre autres. La police nigériane a arrêté près de 700 personnes lors des 2 premiers jours de manifestation, les accusant de vol à main armée, d'incendie criminel et de destruction de biens. Dans son discours, le président Tinubu a défendu les réformes qu'il a mises en place pour économiser de l'argent et attirer des investissements étrangers, mais qui ont eu des effets négatifs immédiats. Ces réformes, comme la fin des subventions sur le gaz après des décennies et la dévaluation de la monnaie, ont fait grimper les prix de presque tout, les Nigérians jugeant leur mise en œuvre défaillante. Dans le même temps, la présence croissante de drapeaux russes parmi les manifestations contre le gouvernement attire de plus en plus d'inquiétudes. Dans les états de Kano, Kaduna, Katsina et Bauchi, au moins 30 manifestants du mouvement End Bad Governance auraient été arrêtés par la police nigériane pour avoir brandi des drapeaux russes. Cette répression fait suite à une directive du président Bola Tinubu demandant aux forces de sécurité de s'attaquer aux personnes affichant des drapeaux russes. Bien que les manifestations contre la crise du coût de la vie se soient calmées récemment, certains manifestants ont utilisé les drapeaux russes pour exprimer leur désespoir face à l'insécurité et espérer une intervention de la Russie. Les autorités nigérianes ont condamné cet acte comme une trahison de la souveraineté nationale et l'ambassade de Russie au Nigeria s'est également désolidarisée de cet acte. Le tribunal de Conakry a reconnu mercredi Moussa Dadis Camara coupable de crimes contre l'humanité pour son rôle dans le massacre du 28 septembre 2009 en Guinée. Ancien leader qui a dirigé le pays après un coup d'État en 2008, Camara, ainsi que plusieurs autres accusés, ont été condamnés à des peines de 10 à 20 ans de prison. L'ancien ministre de la Sécurité présidentielle, Claude Pivy, en fuite depuis novembre 2023, a été condamné, lui, à la perpétuité, et expriment leur surprise face à la condamnation basée sur la responsabilité du supérieur hiérarchique, un chef d'accusation qui, selon eux, n'avait pas été retenu contre leur client et ses co-accusés. Pour rappel, le massacre du 28 septembre 2009 avait fait au moins 156 morts, des centaines de blessés et 109 viols, selon une enquête des Nations Unies. Quelques jours plus tard, soit samedi le 4 juillet, des hommes armés ont attaqué la principale prison de Conakry et ont libéré Moussa Camara, a annoncé le ministre de la Justice guinéen. En réponse à cette évasion, le gouvernement a décidé de fermer les frontières de la Guinée.
Heureusement, il a été repris et reconduit en prison, tandis que ses avocats affirment qu'il a été emmené de force et qu'on ne devrait pas parler d'évasion. Suite à cette situation, 60 militaires et agents pénitentiaires ont été licenciés par le colonel Mamadi Doumbouya, chef de l'État guinéen actuel. Affaire à suivre. Le premier ministre sénégalais Ousmane Sonko a exprimé son indignation dimanche face à la décision de la France d'honorer la mémoire de 6 tirailleurs sénégalais exécutés en 1944 avec d'autres par l'armée coloniale française. Paris, par le biais de son secrétariat d'État chargé des anciens combattants et de la mémoire, a annoncé reconnaître ces tirailleurs comme morts pour la France, les tuant à Thiaroye, près de Dakar. Il s'agit de 4 tirailleurs du Sénégal, un de Côte d'Ivoire et un de Haute-Volta, actuel Burkina Faso. Ousmane Sonko a immédiatement réagi sur le réseau social Twitter en affirmant que la France ne devrait pas avoir le dernier mot sur ce chapitre tragique de l'histoire. Il a souligné que la France ne peut pas décider seule combien d'Africains ont été trahis et tués après avoir aidé à les sauver, ni la forme et l'importance de la reconnaissance qu'ils méritent. Bien que certains voient ce geste mémoriel comme un progrès, Sonko reste sceptique quant au moment choisi. Il se demande pourquoi la France prend soudainement conscience de ce passé alors que le Sénégal se prépare à marquer le 80e anniversaire de ce douloureux événement cette année. Sonko, qui a fait cette déclaration en tant que président de la coalition PASTEF les Patriotes, demande à la France de réévaluer ses méthodes. Il précise que le souvenir de Thiaroye 44, comme d'autres événements, sera désormais commémoré différemment. Pour rappel, le 1er décembre 1944, un nombre encore inconnu de tirailleurs sénégalais ont été exécutés au camp de Thiaroye par l'armée coloniale française et enterrés dans des fosses communes. Ils avaient juste réclamé leur salaire et indemnité de démobilisation après leur participation à la Seconde Guerre mondiale. Officiellement, la France ne reconnaît que 35 morts dans cet événement tragique connu localement sous le nom de massacre de Thiaroye. Le 18 juin dernier, l'Office national des combattants et des victimes de guerre a décidé de décerner le titre de mort pour la France à 6 soldats subsahariens. Cette décision pourrait être révisée si l'identité exacte d'autres victimes est confirmée, selon une déclaration du secrétariat d'État chargé des anciens combattants et de la mémoire. Et pour finir, la justice suisse protège les pillards de l'Afrique contre les révélations d'un journaliste. Et ensuite, certains vont se plaindre qu'il y a trop de migrants qui arrivent chez eux, quand même leurs institutions protègent des gens comme ça. Thomas Dietrich, journaliste, nous dit ceci. La justice suisse m'ordonne de me taire sur un scandale de corruption et de carburants toxiques en Guinée. Acculé par mes révélations sur leurs activités troubles à Conakry, le trader pétrolier suisse Adax Energy et son patron Jean-Claude Gandur ont de nouveau saisi les tribunaux suisses. Après avoir été déboutés une nouvelle fois, le tribunal civil de Genève leur a donné raison le 31 juillet, sans m'entendre, sans même que je sois au courant de la tenue de l'audience. Et dans le cadre, une procédure dite de protection de personnalité qui a été dénoncée par les organisations de défense de la presse car elle permet à la justice suisse de bâillonner des journalistes et de protéger des milliardaires. La justice suisse m'a donc ordonné de ne plus m'exprimer sur Adax et Jean-Claude Gandur. Je dois aussi retirer mes tweets sur le sujet alors même que des dizaines de milliers de Guinéens ont été victimes de l'essence frelatée qu'importe la société suisse en Guinée. Alors même que la société civile locale a porté plainte contre Adax pour des faits présumés de corruption. Mais quel qu'en soit le prix, je ne me tairai pas. Je me battrai pour que cette décision suisse ne soit pas appliquée en France. Et je suis même prêt à aller devant la Cour européenne des droits de l'homme pour faire casser ce jugement arbitraire qui protège une fois de plus des multinationales occidentales qui pillent et empoisonnent l'Afrique. En mai dernier, je révélais que le négociant suisse Adax Energy avait remporté le marché d'importation de carburant en Guinée, un énorme contrat de 6 millions de dollars de commission par mois. Le tout sans appel d'offres, ce qui était illégal aux yeux de la loi locale, et ce qui posait surtout des questions. Comment cette entreprise occidentale, Adax Energy, avait-elle réussi à convaincre une jeune guinéenne, notoirement corrompue et sanguinaire? Comment Adax avait-elle réussi à gagner le marché, alors que le montant de ses commissions était supérieur à ce que proposaient ses concurrents? Autant de questions qui restaient sans réponse, mais qui laissaient planer plus que l'ombre d'un doute. Et ce n'était pas fini. Peu après la sortie de mon enquête, j'apprenais qu'Adax Energy inondait la Guinée d'un carburant de mauvaise qualité, causant la casse de moteurs de voitures, paralysant l'économie et empoisonnant la vie de tout un pays. C'est une pratique habituelle de l'entreprise suisse, qui était pointée du doigt en 2016 par un rapport de Public Eye, une ONG basée à Zurich et à Lausanne, qui avait révélé qu'Adax vendait du carburant frelaté en Afrique, profitant de la faiblesse des réglementations locales. L'essence vendue par Adax contenait des teneurs en soufre 400 fois supérieures à ce qui était toléré sur le marché européen. Un vrai scandale sanitaire, puisqu'Adax, comme d'autres négociants occidentaux, mettait en danger la vie de dizaines de millions d'Africains
qui, à cause de ce carburant toxique, pourrait être victime de cancer ou de maladies respiratoires. Face à cette menace, la société civile guinéenne a sonné le branle-bas de combat. L'ONG Renade a dénoncé la vente de ce carburant toxique par Adax à la Guinée. Elle a fait circuler une pétition qui a recueilli 30 000 signatures. Elle a déposé en juin dernier une plainte devant la justice guinéenne et a même organisé un marathon contre ce scandale, aussi bien financier que sanitaire. Et depuis des révélations faites par des journalistes, notamment des médias locaux et étrangers, et nous avons pris notre responsabilité pour dénoncer cette pratique que nous trouvons inadmissible, inconcevable et inacceptable dans notre pays, et notamment la corruption entourant le contrat du trader pétrolier suisse Adax et Oryx Energy et la vente du carburant de mauvaise qualité à la population guinéenne depuis mai 2024 jusqu'à date. Nous avons sensibilisé la population sur les graves conséquences que cela peut avoir sur le plan économique, sanitaire et environnemental. Nous avons fait aussi des dénonciations auprès de la Cour de répression des infractions économiques et financières CRIEF dans notre pays pour demander justice et aussi la résiliation du contrat du pétrolier Adax Energy. Face au scandale, la junte du général Doumbouya a dû prendre des mesures. Des hauts cadres de l'administration guinéenne, dont le patron de la Société publique des pétroles, ont été auditionnés à la gendarmerie. Et Adax a dû faire venir en urgence un autre bateau, contenant cette fois du carburant plus propre. Mais l'entreprise suisse n'a pas supporté d'être mise à l'index. Il faut dire que son patron, le milliardaire franco-suisse Jean-Claude Gandour, a une réputation à tenir. Le richissime homme d'affaires tient à faire oublier qu'il a fait fortune dans le pétrole en Afrique et qu'il a été englué dans des affaires peu reluisantes. Outre la vente de carburants toxiques, Adax a été accusé d'avoir corrompu le dictateur du Nigeria, Sani Abacha, dans les années 90. Jean-Claude Gandour voudrait bien faire oublier ce passé. Il se fait désormais passer pour un mécène et un philanthrope qui a acquis une immense collection d'œuvres d'art et qui en fait profiter les gueux. Après des mois de réflexion et d'hésitation, Jean-Claude Gandour a donc finalement choisi Caen pour implanter son futur musée. Le milliardaire suisse est venu annoncer la nouvelle en personne à Joël Bruno, le maire de la ville. Le choix de Caen est un choix réfléchi, que nous avons voulu. C'est une population que je connais, pour qui j'ai de l'estime. Et donc, je suis absolument ravi du choix que la Fondation a fait de venir ici s'installer. Jean-Claude Gandour, 75 ans, est l'un des hommes les plus riches de la planète. Passionné d'art, ce magnat de l'industrie pétrolière a aussi amassé depuis des années une incroyable collection d'antiquités grecques et égyptiennes, mais aussi d'art contemporain. Il y a 2 ans, il a mis en concurrence plusieurs villes françaises pour accueillir un musée afin d'y exposer toutes ses œuvres. Un musée qu'il construira à ses frais en échange d'un simple terrain. La ville de Caen va donc accueillir un musée qui symbolisera non pas la générosité d'un collectionneur d'art, mais bien le pillage de l'Afrique. Car c'est avec les milliards gagnés en vendant de l'essence toxique aux Africains que Jean-Claude Gandour a pu acquérir cette fabuleuse collection de bibelots qu'il offre généreusement à la ville de Caen. Il faut donc que rien ne vienne perturber cette jolie petite musique, et surtout pas un scandale qui mouillerait Jean-Claude Gandour et Adax en Guinée. Avant la publication de mon enquête en mai, et conformément à la déontologie journalistique, j'avais proposé à Adax de répondre aux accusations de corruption dont l'entreprise faisait l'objet. Mais Adax ne m'avait jamais répondu. Par contre, dans mon dos, et sans que je ne sois prévenu, Adax et Jean-Claude Gandour ont saisi le tribunal civil de Genève, en Suisse, dans le cadre d'une procédure un peu particulière et qui n'existe qu'en Suisse. Elle s'appelle une requête de protection de personnalité. Ce type de requête est utilisé en Suisse pour bâillonner les journalistes et a été dénoncé par des organisations comme Reporters sans frontières. Elle permet à un tribunal d'ordonner le retrait d'un article ou d'une vidéo, ou même d'interdire à un journaliste de s'exprimer sur un sujet. Le tout sans entendre le journaliste. Adax et Gandour m'ont donc attaqué une première fois devant le tribunal de Genève, qui a rejeté leur requête le 7 juillet. Mais la semaine dernière, ce même tribunal a finalement cédé et m'a sommé de retirer sous 48 heures des tweets mettant en cause Adax. La justice suisse m'a également interdit de critiquer Adax et Jean-Claude Gandour jusqu'à une prochaine audience qui se tiendra dans plusieurs mois. Et ce, sans que j'étais au courant de la tenue de l'audience et que j'ai pu me défendre. D'ailleurs, la justice suisse n'avance aucun argument sur le fond pour dire que mes publications seraient diffamatoires ou erronées. Elle me donne tout simplement l'ordre de ne plus enquêter sur les activités d'Adax en Guinée. Comme ça, juste tais-toi, parce que le type en face, il a beaucoup d'argent. Pourtant,
Mon enquête repose sur des sources en béton, et en ce qui concerne le carburant toxique, sur le témoignage de centaines de Guinéens et d'organisations de la société civile. C'est donc une véritable procédure bâillon qui est intentée contre moi en Suisse. Cette Suisse qui n'a jamais vraiment renoncé à être un paradis fiscal, continuant à protéger ses milliardaires comme la prunelle de ses yeux. Face à cette atteinte inacceptable à la liberté d'informer, j'ai fait le choix de ne pas me laisser abattre. Comme on dit en Côte d'Ivoire, Cabri-mort n'a pas peur du couteau. J'ai donc décidé de ne pas appliquer la décision de la justice suisse, qui n'est de toute façon pas compétente, pour s'en prendre à un journaliste français. Il faudra que la décision de justice prise à Genève soit homologuée dans les prochaines semaines par un juge français, et je ferai à ce moment valoir combien cette procédure arbitraire viole tous nos droits fondamentaux. Je suis même prêt à me battre jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme pour faire casser cette décision. Car même lorsque j'étais jugé au Togo, dans un procès kafkaïen pour entrée illégale sur le territoire togolais alors que j'avais un visa, j'ai eu le droit de me défendre en personne, un droit que la justice suisse ne m'a même pas donné. Je ne retirerai donc aucun tweet sur l'origine de la fortune de Jean-Claude Gandour. Je continuerai à enquêter sur les activités troubles d'Adax en Guinée, des activités qui impliquent le plus haut sommet de l'État là-bas, puisque c'est le président Mamadi Doumbouya en personne qui a validé le choix d'Adax comme importateur unique du carburant guinéen. Je sais qu'en décidant de ne pas plier, je m'expose à de multiples procédures judiciaires de la part d'un des hommes les plus riches de la planète et d'une armée d'avocats genevois payés 2000 € de l'heure. Mais quels que soient les risques, y compris de se retrouver en prison, je ne céderai pas. Car c'est l'honneur du journaliste que d'être très modestement la bouche des malheurs qui n'ont point de bouche. Car c'est l'honneur du journaliste de défendre ces millions d'Africains que l'Occident pille, empoisonne et bâillonne, le tout avec la complicité des dictatures locales, souvent soutenues par la France, comme c'est actuellement le cas en Guinée. Quel qu'en soit le prix, je ne me tairai pas.